Cette semaine, on concentre notre énergie sur le baseball alors que nos deux chroniqueurs viendront nous parler du baseball à Montréal et on reçoit également Derek Aucoin pour notre entrevue de la semaine. Bienvenue à Sport Radio. Bienvenue tout le monde à Sporadique. On accueille donc nos deux chroniqueurs de cette semaine, Frédéric Collerette et Maxime Gagné. Ça va bien? Ça va toi? Oui, monsieur. Oui, ça va super bien. J'aimerais qu'on parle beaucoup de l'émission de cette semaine du baseball, puisqu'on sait qu'il va y avoir des matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto les 25 et 26 mars prochains au Stade olympique. Donc, évidemment, vous devez me voir venir avec cette question-là. Pensez-vous que c'est important, justement, les matchs des Blue Jays préparatoires à Montréal pour le retour du baseball, des expos dans la métropole? C'est pour tester le marché un peu. Il faut regarder si, justement, si les expos pourraient revenir à Montréal. Puis je pense qu'au courant des dernières années, ça a quand même attiré pas mal de monde au Stade olympique. C'est sûr que c'est pas le stade idéal là, pour jouer au baseball, mais non, ça a attiré pas mal de monde. Puis moi, je pense que ça peut juste enligner bien pour les expos à Montréal parce que c'est vraiment populaire, là, le baseball, dans cette ville-là. Oui, parce qu'on a quand même attiré beaucoup de gens les dernières années. Ça fait plusieurs années qu'on fait ces matchs préparatoires-là dans l'espoir d'amener les expos peut-être un retour là, depuis 2004. Ouais, la question, c'est est-ce que le baseball est viable à Montréal, en fait? C'est sûr que les événements qui amènent les Blue Jays à Montréal, c'est sûr. Montréal est une ville, justement, d'événements. On aime beaucoup créer, justement, cette espèce d'engouement-là. Mais moi, je serais curieux de voir, justement, si c'est viable. Les études le disent pour le moment que ça serait viable. L'équipe de Bronfman, justement, ils ont tâté le terrain. Puis c'est, justement, les Québécois sont intéressés, évidemment, à avoir une équipe à Montréal. Et puis, je pense que tu avais justement un petit doute au départ quand on parlait du retour des expos à Montréal, puisqu'il y a beaucoup souvent de déménagements d'équipes qu'on en parle, mais que le plan n'est pas viable très intéressant. Exact. Dans le fond, j'ai noté quelques équipes, dans le fond, quelques villes potentielles où que le baseball pourrait atterrir. Il y a Monterrey au Mexique, il y a Las Vegas, il y a Charlotte, il y a San Antonio, il y a Portland, et également à Montréal. Puis dans le lot, c'est Montréal, justement, qui est premier au niveau de la population, au niveau du marché télévisuel, également pour les milieux d'affaires, et il est deuxième côté revenu médian des ménages. Fait que, on voit que ça peut vraiment intéresser la Ligue nationale de baseball. Il reste à savoir justement si la Ligue est intéressée. Et il y avait un autre dossier qui était en attente, si on veut, c'était la construction d'un stade. Là, on aurait trouvé l'emplacement pour le stade, c'est-à-dire le bassin Peel. Pensez-vous que c'est un autre pas dans la bonne direction, justement? Ah, ça, c'est clair, parce que justement, le stade olympique, ça, c'est fini. Là. On s'entend que ça fonctionne juste plus là, pour le baseball. Ça peut pas accueillir le monde, justement, puis le futur du baseball à Montréal. Mais ça, justement, c'est facile de se rendre là en métro, en autobus. C'est ça l'avantage versus le stade olympique. Souvent, c'est plus difficile, se rendre en voiture. Surtout que des fois, côté écologique, de nos jours, on veut essayer de valoriser les moyens de transport en commun. Donc, je pense que ça serait vraiment un avantage de rendre ça plus downtown, là. Et ça emporte aussi le fait qu'on voulait peut-être parler d'une date importante qui était de 2020 déjà. Ça irait assez rapidement. Évidemment, il faut aller logique. La construction d'un nouveau stade, on est loin de 2020, là, probablement. Exact. Non, 2020, je pense que c'est pas très viable. J'ai l'impression que ça va être peut-être 2022. Ouais. En tout cas, pour ce qui est de la vitalité économique, ça peut être viable, mais je sais que le gouvernement du Canada ne va rien avoir, le gouvernement Trudeau ne va rien avoir là-dedans. Le go est ouvert, mais pour deux raisons particulières. Il faut que ce soit vraiment viable, que ce soit logique, et également que, dans le fond, que les investisseurs privés mettent beaucoup d'argent, soit les investisseurs majeurs, en fait, là, pas les Québécois, pas monsieur, madame, tout le monde. Oui, puis ça, c'est peut-être un point positif, comme tu le dis, de se concentrer plutôt sur le privé, puisque on l'a eu l'exemple à Québec. Il y a eu beaucoup de gens qui ont payé pour le stade Vidéotron et on n'a pas d'équipe. Donc, il faudra avoir au moins l'assurance d'avoir une équipe signée pour pouvoir attirer ça. J'aimerais aussi qu'on ajoute aussi le dossier des Rays de Tampa Bay, puisque c'est l'équipe qu'on parle qui pourrait devenir les Expos de Montréal. J'ai entendu parler d'une collaboration entre les deux équipes. Je vous explique, en fait, on aimerait disputer la moitié des matchs à domicile à Tampa Bay et l'autre moitié à Montréal.
Pensez-vous que c'est quelque chose de logique de faire ce genre de décision du côté de Tampa Bay? Moi, je pense pas. Sincèrement, on regarde ça, puis c'est à peu près le quart des matchs qui se passeraient à Montréal, le quart à Tampa Bay, puis l'autre moitié des matchs à l'étranger. Mais juste pour les joueurs, justement, est-ce que ça leur tente de constamment voyager Montréal, Tampa Bay, à l'étranger? Ça devient exigeant puis difficile. Puis justement, de garder les partisans accrochés. On se dit, si on partage notre équipe avec une autre ville, comment on peut vraiment être accroché à notre équipe puis dedans? Fait que moi, je pense pas que ça aurait de l'allure de faire ça. La motivation n'est pas là non plus du côté des partisans, des joueurs, ça serait... A-t-on vraiment envie d'aller voir des matchs quand on sait que notre équipe va déménager? La question se pose et ça répond assez rapidement. On penserait justement à Montréal quand en 2004, ils ont quitté. Imaginez si on aurait annoncé avant que les Expos quittaient, il n'y aurait jamais eu de partisans beaucoup à Montréal. C'était tellement émouvant. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match. Sérieux, c'était quelque chose de voir, se faire briser le cœur comme ça. Là, il y avait beaucoup de monde. Fait que juste voir ça, que ça a un potentiel là, de revenir à Montréal, les expos. Il y a beaucoup de monde qui est accroché. Puis là, plus qu'on en parle là, depuis quelques années, puis le monde, ils sont tous excités à l'idée. Fait que moi, c'est sûr que je suis 100% pour. Oui, puis je pense que c'est un sport qui était très aimé au Québec. Donc, de ramener le baseball ici, ce serait quand même assez extraordinaire. Puis, on pense aux expos, ça a marqué une génération là, à une certaine époque. Là. Donc, clairement. Puis juste, on pense à ça, souvent, le calendrier du hockey, ça finit pratiquement pendant les séries. Puis là, boum, on embarque directement dans le baseball. Fait que ça serait du sport toute l'année, là, à Montréal. Ça serait complètement débile. C'est sûr que là, j'apporte pas vraiment l'impact. Puis les Alouettes qui sont peut-être moins importants, disons, à Montréal. Là. Le monde sont moins accrochés. Effectivement, mais si le baseball arrive, là, c'est du sport toute l'année à Montréal. Là. Ça, c'est complètement incroyable. Oui, puis on pense justement dans les alentours de 93, il y avait le Canadien qui remportait la Coupe Stanley et les Expos qui avaient une équipe dominante. Il y avait beaucoup de gens qui allaient au stade. Imaginez là, comment ça attirait beaucoup de gens encore là, à cette époque-là. Donc, on espère qu'on puisse revivre ça à Montréal, évidemment. Oui, effectivement. La nostalgie joue beaucoup aussi là-dedans. J'ai l'impression que les gens vont revivre cette espèce les mêmes émotions qu'il y avait à l'époque. Puis là, on pense à ça. On pense à Guerrero, puis là, on voit avec les Blue Jays, Guerrero Jr. Fait que ça, je pense que ça attire. Puis surtout quand lui, il est venu à Montréal l'année passée, puis il a fait son coup de circuit. Là. Ça, c'était juste incroyable. Puis je pense que ça l'a tellement fait revivre des beaux souvenirs au monde de Montréal avec Guerrero, le père. Donc, On se rappelle justement de Roger Brulotte, qui lui aussi a dû vivre des belles émotions lors de ce match-là, là, criait énormément lorsque Guerrero a frappé son circuit. Justement, Guerrero, ça va être un joueur qu'on va parler dans la deuxième portion de l'émission. Et donc, évidemment, on parlera de la prochaine saison des Blue Jays de Toronto qui pourrait nous réserver des surprises, mais évidemment, on sera en reconstruction. Pour notre entrevue de cette semaine, on accueille Derek Aucoin, qui a été, évidemment, le premier joueur qui a signé avec les Expos et qui s'est rendu justement dans les Ligues majeures avec les Expos de Montréal. Très content de te recevoir cette semaine. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être ici avec toi. Bien, moi aussi, c'est un honneur de te recevoir, justement, pour parler, évidemment, de baseball. On va sauter rapidement sur le sujet. Évidemment, on te reçoit pour parler du processus du retour des Expos à Montréal. On a vu des dates pour 2020. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu, justement, dans le processus là, pour le retour des Expos. Écoute, moi, je suis un petit peu plus prudent avant de m'avancer pour des dates. Parce que moi, si tu me dis 2020, puis c'est 2021, je veux pas que le monde soit déçu. OK? Parce que moi, le retour du baseball, puis même si tu me dis c'est en 2022, il y a quand même raison d'être très heureux avec ça. Fait que moi, je suis plus prudent en avançant des dates. Tu sais, c'est sûr qu'on suit le dossier de ce qui se passe avec Tampa, avec les Rays. Ça fait plusieurs fois qu'eux passent au travers d'échéances puis d'échéanciers qui nous sont probablement favorables, mais encore, tu sais, moi, j'aime mieux qu'on soit... je veux pas que les gens soient déçus. Il y a un gros bassin de partisans de baseball qui ont hâte au retour du baseball. On va continuer d'alimenter ce désir-là de revoir du baseball, mais j'ai pas besoin, moi, de donner de date ferme ou de parler de date ferme. J'ai une confiance aveugle et absolue dans le groupe de Steven Bronfman qui travaille. J'ai une confiance dans le commissaire.
j'ai une confiance sur les infrastructures ici, notre vision puis nos plans. Alors moi, je suis pas stressé, pas en tout. Moi, je suis... Si c'est pas 2020, là, t'es-tu déçu? Si c'est 2021, t'es-tu heureux pareil de revenir au stade en attendant que le nouveau stade soit bâti puis de voir un play-ball, on va être content pareil. Oui, parce que les expos vont être de retour, là. Ça va faire un certain temps. Tu parlais du groupe en place, justement, du groupe Brofman. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils font les bonnes choses pour ramener le baseball à Montréal? Bien, c'est des gars qui font leur devoir. C'est un groupe de gars, il y a des hommes et des femmes là-dedans, mais c'est du monde intelligent, très intelligent. Et voici ce qu'ils ont à cœur. Ils ont à cœur leur ville, ils ont à cœur le Québec, ils ont à cœur le baseball et les expos. Alors, ils ont tous été touchés, marqués, un par l'histoire des expos, parce que ça a signifié quelque chose de bien important pour beaucoup, beaucoup de monde, dont moi, peut-être toi même par la bande. Fait que, tu sais, c'est du monde qui sont en amour avec le baseball, l'histoire des expos, leur ville, leur province, leur communauté. Puis aussi, c'est des gens d'affaires qui ont bien réussi. Je pense à M. Bouchard de Couche-Tard, M. Crétier de Garda, évidemment Bronfman, Garber. C'est un groupe... c'est un groupe solide. Et lorsque ces gens-là parlent que l'argent, là, parce qu'il y a du monde qui dit « Ouais, mais regarde les salaires, regarde les milliards, tout ça », l'argent, ça les inquiète pas. Ça l'inquiète pas du tout, là. Alors, arrêtez de vous en faire avec ça. Les gens qui me parlent « Ah, le Bryce Harper, 330 millions, comment les a... » Regarde, arrêtez de vous en faire avec ça. C'est un groupe de gars intelligents, puis ils s'embarqueront pas dans une aventure qu'ils vont tout perdre, eux autres, là. Tu sais, fait que c'est ça. J'ai confiance en ce groupe-là. Ils sont très solides. Et pour poursuivre avec le dossier justement du retour, on parle aussi du bassin Peel qui a été mentionné pour la construction d'un nouveau stade. Ça, évidemment, ça pourrait justement faire en sorte qu'on pourrait oublier 2020, là, le retour des expos. Peu importe. Non, si c'est 2020, c'est dans le stade olympique. Ça va être 1 an, 2 ans dans le stade olympique en attendant la construction du nouveau stade. Mais tu sais, ça sera... on construira rien au bassin Peel ou Griffintown ou peu importe. Il n'y aura aucune construction pour un stade de baseball avant d'avoir une confirmation qu'il y a une équipe. Fait que lorsqu'il y a une équipe, on va passer après ça au reste. Mais tu vois déjà qu'on commence à se positionner pour que ce soit l'arrêt du REM, que ce soit comment qu'on désigne les terrains, le zonage. Comme tu vois déjà qu'on commence à placer les pions pour que lorsqu'on a le hockey, que ce soit un transfert de tempo, que ce soit une équipe d'expansion, peu importe, on va être en bonne position pour ça. Puis l'autre chose, je veux juste mentionner aussi, au sujet du groupe de Bronfman, toutes les annonces qui sont faites, c'est approuvé par le baseball majeur. Okay. Ils sont constamment en contact avec le commissaire, avec le bureau du commissaire. Lorsqu'ils ont décidé de tenir l'enquête, le sondage pour savoir les gens, qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans un stade? Tu sais, c'est un stade couvert, c'est un stade ouvert, c'est combien de places, c'est quoi, quelle sorte de choses tu veux dans les coursives, quelle sorte de bouffe, quelle sorte de bière, tout ça, là. Bien, tout ça, c'est approuvé par le baseball majeur avant. Puis lorsqu'ils dévoilent les résultats, c'est approuvé par le baseball majeur aussi. Fait que, tu sais, la communication est là. Puis le baseball majeur, eux, ils font un bon travail là-dedans aussi. Et justement, on parle entre autres aussi de voir l'intérêt des matchs. C'est certain que les Blue Jays à Montréal doit être un petit test aussi pour savoir s'il y a toujours un petit intérêt pour le retour du baseball. Bien, je vais dire, les premières années, oui. C'est la 6e année, là, cette année. Je pense que les amateurs, Samuel, ont bien répondu à chaque année. Tu sais, moi, je vais te dire, puis je le dis toujours en ondes, chapeau aux amateurs parce qu'on s'est présenté en grand nombre à chaque fois. Il y a une année, les Red Sox, c'était en haut de 100, c'était 100 quelques mille personnes qui se sont présentées là. T'sais, fait que là, c'est un petit peu plus difficile dans le contexte avec un match lundi-mardi. Il y a moins d'enfants, moins de jeunes familles, sauf que quand même, les gens sont là, c'est incroyable. Pour des matchs de Ligue des Pamplemousses, wow! Quand même, oui, c'est ça. Oui. Maintenant, on pourrait parler aussi, évidemment, un gros dossier chaud de l'entre-saison, c'est les contrats justement de Bryce Harper et Manny Machado. J'aimerais savoir justement ton opinion là-dessus, à savoir est-ce que c'est des joueurs qui valent, pas nécessairement les joueurs, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer autant pour un athlète sportif? Oui.
C'est quelqu'un qui vaut ça, 330 millions. Non, c'est ça. Tu sais, dis-toi, là, que les propriétaires font beaucoup d'argent. Les propriétaires font beaucoup, beaucoup d'argent. Les équipes valent beaucoup d'argent. Le produit, c'est quoi? Il n'y a personne qui paye 100 ou 50 ou 10 pour aller voir un propriétaire. Tu payes pour aller voir les joueurs. Alors, le marché, c'est ça. Et c'est pas toutes les équipes sont capables de payer 30 millions, 40 millions par année pour un joueur, mais les propriétaires font beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Puis je pense que quand je regarde les revenus du baseball majeur versus les salaires, on est encore bien en dessous de la barre des 50 %. C'est pas un partage 50-50. Fait que les joueurs sont bien payés, les salaires sont très bons. Mais les propriétaires aussi. Les propriétaires font beaucoup d'argent, les équipes valent beaucoup d'argent. OK. Tu sais, les Yankees, ça vaut 4 milliards, là. C'est rendu, ça vaut 4 milliards. Ah oui, c'est ça, c'est beaucoup. Puis une masse salariale comme les Blue Jays, qui sont en 150, 160 millions, ils n'ont pas de misère à payer ça. Okay. C'est pas difficile pour eux autres de faire les paiements à chaque 2 semaines pour les salaires. Fait que ça semble haut, ça semble très haut pour nous autres. On est là, puis tout le monde travaille fort, tout le monde chez eux, tout le monde travaille fort. Mais en même temps, si les joueurs n'étaient pas payés autant, imagine combien d'argent que les propriétaires feraient sur le dos des joueurs, sur le dos des... Tu sais, c'est quand même... C'est ça la business, là. En terminant, tu mets encore ta touche quand même dans le monde du baseball. J'aimerais que tu parles un petit peu peut-être de ton école de baseball que tu as présentement là, pour aider le développement justement des jeunes. Bien, moi, le baseball me passionne. Fait que moi, n'importe quelle opportunité que j'ai de jouer, d'entraîner des jeunes, je le fais. Là, ça donne que j'ai un petit garçon qui va avoir 7 ans, qui a 6 ans, qui aime tous les sports, mais il aime le baseball. Alors, j'ai 2 beaux groupes à l'Académie Sainte-Thérèse. On fait du parascolaire là. On revient d'un voyage pendant la relâche. On était en Floride, à Orlando. On avait un camp là-bas. Fait que, écoute, j'ai toujours un programme avec l'Académie Joël Bouchard à chaque été où on fait un camp hockey-baseball. Les jeunes sont sur la patinoire le matin. Okay. Ils jouent au baseball l'après-midi. Je fais un camp avec le Canadien de Montréal pour tout leur camp de hockey, eux autres, durant la période estivale. À chaque semaine, on a un volet baseball aussi pour ça. Parce que c'est important que les jeunes participent et font plus qu'un sport. Hein, parce qu'il y a tellement de jeunes qui vont jouer au hockey 12 mois par année. Alors, pour vraiment le développement d'un athlète, pour bien développer un athlète, c'est important de participer à plusieurs sports. Puis c'est pour ça que des organisations comme le Canadien de Montréal, comme l'Académie Joël Bouchard, ils ont décidé d'offrir d'autres sports pour développer des athlètes plus complets. Merci beaucoup d'être venu à l'émission Derek Aucoin. C'était très, très, très apprécié ta présence. Plaisir. Tu me réinviteras une autre fois, ça. C'est certain qu'on va te recevoir. Merci. On est de retour pour la deuxième portion de l'émission avec nos 2 chroniqueurs, Frédéric Collerette et Maxime Gagné, pour parler des Blue Jays de Toronto et leur prochaine saison, qui risque d'être une saison de transition, évidemment, puisqu'on a quand même très peu de joueurs connus et aussi on a changé de gérant. Donc, comment le gérant là, va être en mesure de gérer ça, tu penses, de ton côté, Maxime? Exact. Ben, en fait, ça va être sa première année d'expérience, mais il a déjà l'expérience avec les Blue, les Rays de Tampa Bay. Enfin, il connaît bien la section, il connaît bien ses adversaires. Ouais. D'après moi, il va être capable de bien préparer son équipe. On va voir pour la suite, parce que c'est des jeunes, il y a beaucoup de jeunes espoirs. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va amener à l'équipe. Oui, parce que c'est sûr que ça va être un nouveau système de jeu, si on veut. On amène un nouveau coach, une nouvelle direction, des nouveaux joueurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés dans cette équipe-là. Et, entre autres, il y a un retour pas un retour, mais un arrivée tant attendu de Vladimir Guerrero au 3e but. Avez-vous hâte de le voir à l'œuvre, ce petit jeune joyau-là? Ah, ça, c'est clair. C'est juste une machine. Puis encore une fois, on en parlait au début de l'émission. Ouais. Son père, c'est tellement une légende. Il a été admis au temple de la renommée du baseball. Puis lui, on le voit aller là, à son âge, puis c'est déjà pratiquement une légende. Il frappe comme un train, ça n'a pas d'allure. Il est puissant. Même en défensive, il s'en vient vraiment bien. Donc, moi, je pense que ça va être un dominant. Puis peut-être qu'un jour, il va se rendre au temple de la renommée aussi comme son père. On ne sait jamais, mais ça n'a juste pas d'allure à son âge. Oui, ça serait une belle histoire quand même de se rendre rapidement au temple de la renommée. On parle de lui, évidemment, que ce début de saison va être retardé parce qu'il a subi une blessure. Et de toute façon, on voulait peut-être attendre un petit peu pour conserver une année de plus à son contrat.
Donc, Vladimir Guerrero, on va attendre avant de le voir à l'œuvre, mais il y aura plusieurs jeunes joueurs, entre autres Sean Reid-Foley, Beau Bichette et Roddy Tellez, qui vont être dans l'organisation. Ce sera d'autres jeunes à surveiller, évidemment, dans l'organisation. Pensez-vous qu'on va être en mesure de trouver une certaine chimie là, avec autant de nouveaux joueurs dans l'équipe? Je pense que ça va être difficile au début, surtout nouveaux gérants et tout. Ça va être difficile au début, puis ils feront sûrement pas les séries là, cette année, là, selon moi. Mais on pense au bon temps des Blue Jays avec Bautista, Donaldson, tout ce monde-là, Edwin Encarnacion. Ouais, c'est ça. Puis là, on regarde l'équipe-là, puis moi, j'ai de la misère à croire qu'en si peu de temps, on va être capable de se recréer une chimie. Mais d'après moi, ça va bien tomber avec le début que quand Guerrero va se mettre à jouer, je pense que ça va comme être un leader, puis ça va être de la pression, par exemple, à son âge. Là. J'ai regardé des statistiques et des affaires, puis pour vrai, le monde pense, quand on pense aux joueurs de chaque équipe le plus important, puis le monde dit déjà Vladimir Guerrero Jr. C'est fou, là. Il n'a même pas commencé à jouer avec l'équipe de manière permanente, là. Fait que, il y a de la pression sur ses épaules, hein, c'est ça? Ah ouais, il est mieux d'être capable de gérer ça, là. On parle de lui comme un bon géreur, justement, gérant de stress. Donc, de ce côté-là, ça va être quand même bien. Mais il faut dire qu'entre autres, on aura une grosse division à affronter cette année. Exact. Il y a des équipes très solides, qu'on pense aux Red Sox, par exemple, aux Yankees. Donc, c'est peut-être là aussi que ça va jouer, là, la saison des Blue Jays. Je pense que l'équipe qui risque de finir pire que les Blue Jays, ça va être les Orioles. Ouais. Je pense qu'ils vont connaître une des pires saisons que dans la Ligue. Là. Mais comme tu parlais des Yankees et de Boston, sérieusement, ça va être effrayant parce que tu as les gros frappeurs de l'autre côté, des bonnes rotations de lanceurs aussi. Ça va être difficile à affronter. Aussi, on a les Rays également. Non, ça va être vraiment tout un défi pour cette équipe-là. Et tu fais bien d'en parler, là, justement, des autres équipes qui ont des solides frappeurs. Du côté des Blue Jays, on n'a pas une solide rotation nécessairement avec seulement le retour de Sanchez et Stroman comme partant. On pense à Shoemaker ou Borucki. Est-ce que ça va être des lanceurs qui vont être capables de faire le travail? Ça va être difficile, ça aussi. Là. C'est ça, un gros point d'interrogation. Mais moi, j'aime bien le jeune catcher, parce qu'il va remplacer justement les Québécois qui est parti. Russell Martin. Ouais. Puis justement, le jeune Jensen, il va amener justement une espèce de stabilité à ce niveau-là. Tu sais, justement, il va avoir une rotation quand même de jeunes lanceurs. Moi, je pense que justement, il va être solide au bâton, solide aussi à la défensive. Au moins, déjà là, on va avoir une certaine stabilité. Pour le reste, on va voir avec le temps. Oui, puis on oublie souvent le rôle justement du receveur qui est extrêmement important. Ben, entre autres, Russell Martin qui était très solide derrière la marbre. Donc, on va avoir besoin d'un bon receveur pour pouvoir bien stabiliser justement peut-être les lanceurs et avoir du succès parce que ça risque de frapper cette saison du côté de New York. Je vais réveiller en défensive parce que ça risque d'arriver. Oui. Disons que Kevin Pillar va avoir beaucoup de travail à faire dans le champ. En terminant, peut-être qu'on pourrait justement y aller de vos prédictions. Vous pensez que les Blue Jays vont terminer pour leur saison? Ils n'iront pas loin, ils ne feront pas les séries, d'après moi. Donc, 4e de leur division, comme tu as dit, devant les Orioles. Mais non, Boston et New York sont beaucoup trop forts. Donc, ils n'auront même pas la chance de toucher haut du classement. Là, ça, c'est clair. Et toi, Maxime, pas mal la même chose? Pas mal la même chose. J'espère qu'ils vont jouer. Ils vont pas jouer pour 500, mais proche. On va leur souhaiter. Là. Mais encore une fois, c'est ça, la domination de Boston et de New York, ça va être difficile à battre. On va conclure l'émission maintenant avec peut-être les contrats exorbitants qui ont été donnés dernièrement dans la MLB. On va se concentrer sur 2 joueurs, évidemment. Donc, Bryce Harper, qui a signé pour 13 ans et 330 millions avec les Phillies de Philadelphie, un dossier qui a été long et à n'en plus finir. Et il y a eu aussi Manny Machado, qui a signé 10 ans et 300 millions avec les Padres de San Diego. Donc, imaginez, c'est tout près de 30 millions par année là, pour les 2 joueurs. Est-ce que, la question qui tue, est-ce que ça a du bon sens de payer aussi cher pour un joueur? Non. Moi, dans ma tête, non, c'est trop. Puis, tu sais, oui, c'est 2 bons joueurs. Sauf qu'on regarde d'autres joueurs là, dans la Ligue. Mike Trout, lui, il mérite combien? Là, dans une couple d'années, là, son contrat fini, lui, il mérite combien? Ça n'a pas le choix d'être plus haut qu'eux autres, là, ça n'a pas d'allure. On pense à Aaron Judge, que des fois, oui, il vit des fois des moments plus difficiles. En attaque, il est fort. Là, au bâton, il est vraiment plus dominant. Des fois, en défense, plus difficile. Il se fait souvent retirer parfois au bâton. Mais en même temps, il mérite combien, lui? C'est fou, hein? Ça n'a pas d'allure, ça va juste jamais arrêter. Fait que, selon moi, c'est beaucoup trop là, pour ces joueurs-là. Là.
Oui, je pense que ça fait beaucoup d'argent. Évidemment, on se demande parfois à quel point un joueur mérite cet argent-là quand on ne sauve pas nécessairement des vies, là, comme un médecin, par exemple. Ouais. Mais je vais faire l'avocat du diable. En fait, il faut penser aussi que quand tu attires des gros joueurs comme ça, ton équipe devient vraiment plus dominante. Tu attires la foule. Puis justement, avec Machado, à sa signature, les ventes de billets se sont vraiment fait sentir. Là. Ils sont partis comme des petits pains chauds. Mais je vais revenir aussi, dans le fond, avec un des plus gros contrats qui est accordé avant ces 2 derniers. Il y a Alex Rodriguez avec les Yankees aussi. Il ne faut pas oublier qu'il avait signé pour 275 millions pour 10 ans, ce qui était un gros frappeur à l'époque aussi, Rodriguez. Là. Je me dis que c'est dans l'air du temps. J'imagine que ça va pas cesser d'augmenter les salaires. Plus tu touches un bon point, c'est certain que ça attire des gens et ça donne beaucoup d'argent aux propriétaires. Donc, ça vaut la peine d'investir pour ces propriétaires-là, évidemment. On comprend que c'est beaucoup d'argent, mais ça permet d'aller chercher beaucoup d'argent aussi. Effectivement. Bien, merci beaucoup pour votre présence à l'émission de cette semaine. Ça a fait beaucoup de baseball à parler, mais toujours très intéressant de vous avoir. Pour le calendrier de cette semaine, donc, on débute avec le Canadien de Montréal le 21 mars prochain, alors qu'on va accueillir les Islanders de New York à 19h30 du côté du Centre Bell. Évidemment, ce sera la course aux séries éliminatoires qui va se poursuivre pour le Canadien. Donc, le 23 mars, on va également accueillir les Sabres de Buffalo dès 19h, encore une fois, au Centre Bell. Et le lendemain, donc dimanche, on va visiter les Hurricanes de la Caroline à 19h au PNC Arena. On va terminer notre calendrier du côté du Canadien avec le 26 mars, alors qu'on va accueillir les Panthers de la Floride dès 19h30 au Centre Bell. Il ne faut pas oublier également les Blue Jays de Toronto qui vont disputer donc 2 matchs préparatoires à Montréal, donc les 25 et 26 mars prochains, donc pour affronter les Brewers de Milwaukee au Stade olympique. Et les 2 matchs vont débuter plutôt vers 19h05. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs de baseball. On termine avec l'Armada de Blainville-Boisbriand qui va être en séries éliminatoires, débuter donc face au Phoenix de Sherbrooke. On sera en action donc le 22 mars pour visiter le Phoenix de Sherbrooke, évidemment, dès 19h au Palais des Sports Léopold Drolet. Et le lendemain, on sera là, encore une fois du côté du Phoenix de Sherbrooke, dès 16h au Palais des Sports Léopold Drolet, encore une fois. Et le match numéro 3 sera disputé donc le 26 mars prochain pour accueillir encore une fois le Phoenix de Sherbrooke dès 19h au Centre d'excellence Sport Rousseau. C'est ce qui met un terme à notre émission de cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre contenu encore une fois pour cette émission. Et on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc sportaddict.com, notre site web et notre page Facebook plutôt, Sport Addict. Merci à tous d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.